Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lookout bias qui est le fait d'utiliser des données futures dans vos backtests ou toute analyse que vous allez faire. Le problème de ça, c'est qu'on va avoir des backtests ou des performances qui vont être super dans le passé, mais une fois arrivé en live, ça va être le désastre parce qu'en fait on a triché dans la phase d'entraînement et vous allez voir que ça peut être très subtil et pour ça on va voir ça en 3 niveaux. Un niveau plutôt simple au niveau du code avec des choses faciles à identifier. Un niveau plutôt logique où ça va être déjà un peu plus subtil à repérer. Et après, on va dire un niveau facteur humain où vous verrez qu'il y a certains cas où le code, tout est nickel, mais c'est l'humain le problème, on va dire. Et je vous partagerai les solutions pour chacun de ces niveaux. Et je vous rassure, moi j'ai moi-même fait pas mal de fois ces erreurs et des fois elles peuvent être très subtiles. Et le problème, c'est que si vous vous en rendez compte une fois que c'est en live, vous pouvez perdre de l'argent ou ça peut être aussi frustrant. En fait, vous avez bossé, 3 mois sur une stratégie et finalement, à la fin, vous vous apercevez que en fait, ça marche pas juste parce qu'il y avait un petit bout de code qui n'allait pas au tout début de la chaîne. Donc, le niveau 1 au niveau du code, ça va être des choses qui peuvent paraître très simples, mais si vous générez votre code avec de l'IA ou alors vous êtes un peu fatigué, je vous assure que ça peut arriver très vite. Donc l'exemple numéro 1, le plus simple, ça va être d'utiliser en fait le temps d'ouverture d'une bougie comme index. Donc c'est-à-dire que là, vous avez par exemple une bougie, donc là en intervalle 1 heure, une bougie qui ouvre à 10 heures, elle ferme à 11 heures. Vous avez votre open, high, low, close au niveau du prix. Et ensuite, vous avez la bougie suivante. Là, j'ai mis des couleurs. C'est en fait le prix d'ouverture, il est connu uniquement à 10 heures. Ça, c'est OK. Mais par contre, les données en bleu, on les connaît qu'une fois la clôture de la bougie réalisée à 11 heures, parce qu'on a le prix de clôture, le plus bas et le plus haut. Et ça peut paraître simple, mais en fait, si on se trompe et qu'après on utilise l'index comme le temps d'ouverture, on a un biais parce qu'en fait, à 10 heures, on a déjà le prix en fait, de 11 heures, qui était le prix de clôture. Donc ça, forcément, si vous avez les données du lendemain, de l'heure d'après ou des 4 heures qui suivent, ça va être assez simple d'avoir une stratégie rentable, mais qui, comme vous vous doutez, ne marchera pas en live vu qu'on n'aura pas ces données magiques. Donc après, on a tout ce qui est dans Panda, quand vous allez générer des indicateurs, vous allez utiliser souvent la fonction Shift. Et cette fonction, il faut faire attention si on l'utilise, donc par exemple pour avoir le momentum sur 5 jours, si on utilise du daily, on prend notre prix de clôture, on va le diviser par le prix de clôture d'il y a 5 jours. Mais en fait, il y a 5 jours, c'est en positif. Si on met moins 5, en fait, on va se retrouver dans le futur. Donc si on est à T, donc aujourd'hui, moins 5... Enfin, 5 dans Shift, vous voyez, c'est là que c'est subtil. 5 dans Shift en positif, ça veut dire qu'on recule de 5 jours. Donc, on utilise bien les données du passé. Mais si on met un négatif, en fait, on se retrouve dans le futur et la donnée dans 5 jours, dans la réalité, vous ne l'aurez pas. Donc, c'est un exemple simple, mais comme celui d'avant, vous voyez, ça peut vite arriver. Après, on en a un qui est un peu plus subtil pour remplir, on va dire, les données manquantes. Donc, si vous avez des données manquantes dans le prix, vous faites par exemple forward filling avec les data frames, ou si par exemple vous voulez agréger, vous avez une donnée qui est mise à jour tous les jours et vous voulez rajouter à votre action le GDP, le PIB qui lui qui est donné de façon trimestrielle. Donc ça veut dire qu'en fait tous les trimestres vous avez une nouvelle valeur, mais entre tous les jours il va falloir remplir cette valeur. Et c'est là que ça peut être trompeur. Par exemple, si on fait donc forward filling ou backward filling, backward, on pourrait se dire que c'est dans le passé, donc c'est ce qui n'induit pas un biais vers le futur. Mais en fait, c'est l'inverse. Donc, en prenant, donc là j'ai pris le prix, donc on a 4 points qui se mettent à jour à ces intervalles. Donc en vert, c'est si on utilise le forward filling pour les valeurs manquantes, en fait on va toujours propager la dernière valeur connue. Ce qui est bon parce qu'on garde la dernière valeur connue. Donc par exemple ici, on est à, on va dire, $100, on garde $100 tant qu'on n'a pas une nouvelle valeur. Là, on est passé, à $10, on continue tant qu'on n'a pas de nouveau point, on est à $10. Donc ça, c'est le forward filling. Et si on utilise le backward, en fait, là, on part dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on prend cette valeur, on la propage dans le passé. Et en fait, vous voyez qu'on propage une valeur future dans le passé. Et c'est là que le problème, parce que finalement, ici, juste après, on a déjà la valeur qui n'aurait été disponible uniquement qu'à cet intervalle et pas ici. Donc voilà, c'est un autre petit biais, mais qui change tout par la suite. Et pour finir, après on a fini avec les exemples simples, on a dans Panda toujours quand vous voulez faire des moyennes mobiles ou des
des statistiques sur une fenêtre glissante, vous utilisez souvent rolling, et il y a un paramètre qui s'appelle center, et celui-là il peut être aussi trompeur, donc il faut faire hyper attention. Normalement par défaut il est à false, donc vous êtes bon, mais si vous générez avec l'IA ou vous n'avez pas fait gaffe, ça peut vite arriver. Et donc ce problème de center, c'est que si vous faites une moyenne mobile, donc par exemple sur 5 périodes, si on est à false, on prend bien donc les 5 échantillons avec celui à T, et le problème c'est que si vous faites center, lui il va il va centrer la fenêtre de rolling à l'instant T, donc en fait vous allez avoir la moitié des échantillons qui sont bien dans le passé et l'autre moitié des échantillons qui est dans le futur. Donc c'est pas bon non plus parce que vous trichez et vous avez accès au futur. Donc vous l'avez vu, ces petits exemples, hein, ça peut paraître stupide et simple, mais il y en a un ou deux qui m'est déjà arrivé, et je vous assure qu'une fois que le code devient gros ou que vous êtes passé rapidement sur une étape, ça peut vite passer à l'oubliette et vous le saurez bien trop tard quand ça arrivera. Donc les solutions que je vous propose pour ce type de problème, la première, ça va être d'être conscient de ce que vous faites, et ça, il n'y a pas de miracle, il faut avoir un peu d'expérience. Moi, j'ai pas deviné le premier coup que j'avais eu ces problèmes, c'est en arrivant un peu dans le futur que je les ai eus, donc il faut un peu de pratique. Ensuite, vous avez de la chance aujourd'hui, on a nos assistants IA qui peuvent générer plein de conneries, mais qui peuvent aussi arriver à éviter des bêtises ou avoir des agents qui vont vérifier ce style de biais. Donc moi par exemple j'utilise Claude Code où il y a des commandes ou des skills ou des rules où vous pouvez donc mettre, je vous partagerai en description un exemple de mes fichiers que j'utilise avec Claude Code où il y a par exemple tout ce genre d'erreurs pour qu'ils ne les créent pas, et surtout de pouvoir les vérifier aussi par la suite. Ça, vous avez un contrôle à la création et aussi une fois que vous avez fini un petit contrôle des biais dans votre code. Plus votre expérience, normalement ça réduit aussi significativement la possibilité d'avoir ça, de le repérer bien trop tard. Et la troisième, c'est de toujours faire un backtest, on appelle event driven, où c'est le fait que le moteur qui va générer le backtest, lui, va avoir les données une à une. Donc vous ne pouvez pas faire, par exemple, quand on fait du rolling, etc., c'est plutôt des backtests vectorisés, où vous avez un peu toutes les données sous la main. Mais dans un backtest, event driven, vous avez vraiment les données, je sais pas, une heure qui arrivent une à une, et c'est beaucoup plus dur de tricher ou d'avoir la donnée d'après, parce que le moteur, lui, n'a la donnée vraiment qu'à l'instant T. Donc c'est des backtests qui sont plus longs avec des moteurs plus complexes. C'est mieux d'utiliser ça à la fin, une fois que vous avez déjà quelque chose qui a l'air de fonctionner. Maintenant, on va passer à la partie 2, qui est une problématique de logique. Donc là, tout le code, on n'a plus de problème de... Tout ce qu'on a vu avant, c'est clean, il n'y a plus de soucis. Donc là, un petit exemple avec le RSI, indicateur technique que tout le monde connaît. Ça ne veut pas dire que c'est rentable, mais bon. Voilà, on dit qu'on identifie des zones. Là, on se dit, voilà, zone de survente, au-dessus de 70, ça peut être intéressant de vendre ou de shorter à ce moment-là. Plutôt dans la zone des 30, tiens, c'est intéressant ici d'acheter, après ça remonte, etc. Parfait, j'ai trouvé ma règle, j'ai mis mes seuils, 30-70, je lance un backtest et j'ai des bons résultats avec une bonne performance, etc. C'est génial, on peut continuer. Mais le problème de ça, c'est que ça ne marchera pas parce que c'est la mauvaise logique, parce qu'en fait, on triche. Et on triche parce qu'on a utilisé les mêmes données en fait, pour la création et l'évaluation. Donc la création, ça va être quand vous créez vos règles de trading, vous dites en fait, dès qu'on passe 30 ou 70, il faut acheter, il faut vendre, ce genre de choses. Et l'évaluation, c'est en fait quand vous allez lancer votre backtest pour voir si la performance, le Sharpe ratio, tout ça est bon. Et en fait, dans l'exemple, on fait ça sur les mêmes données. Donc en fait, c'est complètement faussé parce que, comme je prendrais l'exemple d'un étudiant, en fait, si l'étudiant il a les données, on va dire, du contrôle pour s'entraîner, forcément, le contrôle et la note du contrôle, elle est caduque, elle vaut rien vu qu'on ne sait pas s'il a vraiment compris parce qu'il avait déjà les réponses. Donc là, c'est un peu pareil. Si vous savez déjà les zones où il faut acheter, il faut vendre, forcément, le backtest, il va être bien parce que vous avez déjà les réponses. Et donc la solution pour contrer ça, ça va être de séparer les données. Donc comme pour des étudiants, en fait, on va avoir une partie de cours qui va servir à l'apprentissage et une partie examen qui sert à évaluer pour voir si l'étudiant, en fait, il a compris les concepts qu'on lui a appris et qu'il n'a pas juste appris par cœur bêtement et que dès qu'il y a une petite subtilité qui change, d'un coup, il ne sait plus répéter. Ça va être pareil pour notre trading algorithmique. On va séparer notre jeu de données en deux parties. Une partie qu'on va appeler train pour entraînement et une partie test plutôt pour l'évaluation. Donc les termes souvent que vous pouvez retrouver en anglais, c'est in sample et out of sample.
Et voilà, nous, on va reproduire finalement ce qu'on ferait dans la vraie vie et ce qui est dans les marchés aussi. Donc, les marchés, c'est la partie test, on va dire, c'est demain et le prochain mois, vous ne le connaissez pas. Donc, vous pouvez pas vous entraîner dessus ni avoir accès. Donc, il faut vraiment utiliser la partie que j'ai mis calibration, entraînement pour trouver les seuils de votre stratégie, créer vos règles de trading, etc. Et ensuite, vous pourrez vraiment évaluer sur la partie test pour avoir une vue qui n'est pas biaisée. Parce que sinon, comme l'étudiant, hein, si l'examen, vous avez les réponses pour apprendre, donc ce qu'on a fait dans l'exemple précédent, forcément, ça va être bon et votre évaluation, elle vaut rien. Et le problème, c'est que si l'évaluation ne vaut rien, en live, après, ça sera nul comme un étudiant qui a triché. Après, une fois sur le marché du travail, dans la vraie vie, s'il a tout appris par cœur, vu que dans la vraie vie, tout change un peu comme dans les marchés, ça va pas bien se passer et là, ça sera pareil. Donc voilà, séparez bien vos données. Entraînement et test. En général, il n'y a pas de ratio parfait, mais ça peut être, là j'ai mis 50-50 pour l'exemple, mais ça peut être 70% par exemple d'entraînement et juste 30% de test. Et l'objectif de tout ça, hein, vous l'avez vu, c'est que la performance d'entraînement soit à peu près égale à la performance de test, comme un étudiant où on attendrait que sa note de contrôle continu au fil de l'année soit proche de son examen. S'il a 20 en apprentissage toute l'année et 3 à l'examen, c'est qu'il y a un problème, c'était overfité, il a appris tout par cœur et il ne sait pas modifier. Et pareil pour notre stratégie. Si une stratégie, elle est géniale, elle marche trop bien dans la partie train, et qu'en test, vous avez testé une fois et que c'est nul, c'est qu'en fait la stratégie ne marche pas, elle est trop adaptée au passé et elle n'est pas assez robuste pour survivre à de nouvelles conditions. Donc maintenant on se dit, le code est parfait, on sait qu'il faut qu'on sépare nos données d'entraînement et de test pour pas avoir une fuite et vraiment évaluer correctement notre stratégie. On est bon, il n'y a plus de problème. Il reste un dernier problème qui va être nous, hein, ça va être le facteur humain. Et le facteur humain, vous allez voir, c'est assez subtil parce qu'en fait, c'est l'humain qui va créer la fuite de données, même si elle n'est pas dans le code. Et je vais vous montrer ça avec un petit exemple. Donc, dans l'exemple d'au-dessus, hein, on reprendrait, donc on a notre stratégie RSI, une fenêtre de 14 et un seuil à 30, on achète. Truc basique. On la teste sur la partie d'entraînement, donc comme on l'a vu sur cette partie-là, on va tester notre règle et on va voir que on a trouvé la meilleure, on a un Sharpe ratio de 1 et quelques, une performance de 64%, c'est génial, on continue. On évalue notre stratégie donc sur le test set, donc la partie à droite qu'on n'a jamais vue et que vous n'avez jamais vu et que votre code n'a jamais vu. Et là, on a Sharpe ratio de 2, on perd 25%, et donc en fait, ça va pas du tout, c'est très différent de la période d'entraînement, et c'est assez catastrophique. Et du coup, on va dire que c'est Joe le trader, il se dit, les résultats sont assez décevants, c'est nul, il doit manquer un truc, un réglage. Il dit, en fait, apparemment, il y a une nouvelle tendance baissière sur le test set, donc je vais rajouter un filtre de tendance pour éviter les marchés baissiers. Là, du coup, on rajoute dans la calibration notre règle RSI qu'on avait et on va rajouter un filtre de tendance pour éviter les tendances baissières. On a un Sharpe ratio qui est toujours bon et la performance est toujours OK. On se dit maintenant on va tester dans notre test set et c'est là qu'en fait le problème arrive si vous n'êtes pas conscient que c'est vous qui venez de créer en fait une fuite parce qu'en fait le test set on l'a déjà utilisé ici. Et en fait Joe il s'en est servi pour voir que en fait dans le test set il y a une tendance baissière et qu'en fait sa stratégie elle s'est fait défoncer. Et le problème c'est que il sait ça et du coup il a rajouté un filtre, mais du coup on peut plus évaluer sur la donnée qu'il s'est servi auparavant parce que ça serait un peu comme l'étudiant qui a vu le contrôle et du coup qui apprend les réponses avant, donc là en rajoutant par exemple un filtre de tendance parce qu'il a vu qu'il y avait une tendance baissière à l'examen quoi. Et ça va être ça le problème et là on arrête, mais si on n'est pas conscient de ça en fait on va réévaluer. Et là, on va dire, peut-être que en fait, la performance était bonne, et du coup, on passe en live, alors que l'évaluation n'est pas bonne vu qu'on a triché. Et c'est comme l'étudiant qui a vu les réponses, l'exemple que j'ai déjà pris. Donc ça peut paraître simple ou assez trivial comme ça, mais je vous assure que même une fois que vous êtes un peu dans votre code, dans votre truc, vous êtes lancé, vous avez vite fait aussi d'oublier cette phase, parce que des fois ça peut être aussi agréable de se dire tiens ça marche pas, je rajoute, j'ai envie de voir quelque chose qui fonctionne, mais en fait c'est le process d'évaluation qui sera pas bon, donc même si ça fonctionne, dans la vraie vie ça ne marchera pas. Donc rappelez-vous que le test set, on va l'utiliser qu'une seule fois comme un contrôle d'un étudiant,
la version du bac ou de je ne sais quel examen, vous l'avez qu'une fois. Et si vous la réutilisez pour évaluer d'autres personnes la même version, si les gens l'ont vue, la note, elle a plus vraiment une grande valeur. Donc là, c'est pareil pour vos backtests. Donc les solutions pour éviter ça, déjà, c'est d'être conscient de ce mécanisme, de faire attention quand vous séparez vos données et surtout de les séparer dès le départ. Donc séparer directement votre partie d'entraînement, c'est la partie sur laquelle vous allez travailler, faire toutes les recherches diverses et variées que vous souhaitez faire. Et la partie test, vous la mettez de côté, vous dites à partir de cette date, en fait, je ne regarde pas, moi déjà, pour ne pas introduire de biais, savoir qu'il y a une tendance baissière ou je ne sais quel événement, ou un crash Covid ou je ne sais quoi. En deux, je vous l'ai dit, ça va être conscient de la triche en fait, de l'humain, de notre biais dans ce processus. Et surtout, ça va être dur à accepter, en fait, mais c'est que si les performances sur le test set, elles sont mauvaises, en fait, c'est que la stratégie n'est pas bonne. Donc, on la balance à la poubelle. On ne commence pas à revenir dessus, comme on a vu dans l'exemple, à rajouter un filtre, à essayer d'optimiser comme ça, parce qu'en fait, ça, c'est tricher avec les données du test. Donc, la stratégie ne marche pas. C'est comme ça, comme 99% de ce que vous allez tester. Ça sera pas bon et il vaut mieux s'arrêter là que de mettre son capital et de perdre de l'argent après sans vraiment savoir pourquoi on a perdu de l'argent parce que le backtest était génial, etc. Comme sur YouTube ou comme tout débutant qui lance 1 million de backtests et qui après comprend pas que ça marche pas en live et c'est normal au début mais voilà, il faut faire attention avec ça. Donc en conclusion, moi, je vous dirais que le lookup bias, il se cache vraiment de partout, que ce soit au niveau du code, comme on l'a vu avec des exemples simples de shift, backward filling, les rolling, mais aussi dans la logique de vraiment séparer des données d'entraînement et de test, comme dans le machine learning ou l'IA par exemple, et se méfier de l'humain, qui peut aussi tricher malgré que le code soit nickel, et venir introduire des biais à retester plusieurs fois, venir optimiser comme ça avec les données qui n'étaient pas censées être en sa possession. Donc dans des futures vidéos discussions, on pourra parler de la validation wall forward, tout ce qui est cross-validation. On aura le data snooping, qui est le fait de générer, 1 million de combinaisons dans un backtest et de prendre la meilleure, en oubliant que y a toujours des faux positifs, des stratégies qui fonctionnent par hasard et qu'au plus vous faites de combinaisons, au plus vous avez de chances de tomber dessus. Et qu'en général, quand on fait ça, en fait, on trouve juste du hasard, du bruit et que ça ne marche pas dans le futur. Et aussi le fameux overfitting, qui est un mix de beaucoup de biais, mais qui sera aussi un sujet, je pense, très intéressant. Et une fois que vous aurez un peu vu tous ces biais, normalement, vous êtes capable après de développer des stratégies et faire des backtests sur le test set une fois tout bien défini, sans tous ces biais et surtout en comprenant ce que vous allez faire. Et pour pas avoir de surprise, en fait, de juste lancer des jolis backtests en live et après de se dire ça marche pas et en fait on sait même pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ça peut être juste le hasard si on s'est pas renseigné sur ce genre de choses. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des sujets, des choses que j'ai oubliées ou que vous souhaitez explorer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.